Bonjour et bienvenue dans Kino Solo. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. En direct de Shanghai, je suis votre hôte Jean Weber. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la saga Mad Max et plus précisément de Furiosa, le cinquième film de la série. Cette série exceptionnelle de George Miller. Vous connaissez l'histoire, le monde est mort, seul compte l'essence, les balles et l'eau. C'est une chanson que George Miller nous chante depuis 1979 avec le premier film. Nous allons donc survoler tous les films de la série, un petit peu comme l'Octobos à bord de son deltaplane. Et tout d'abord le premier Mad Max, qui donc en cette fin des années 70 s'apparente plus à un western apocalyptique, un film de biker dystopique où Mel Gibson, en flic du futur, venge la mort de sa femme et de son enfant sur les routes d'Australie. Donc nous allons parler très rapidement du film et surtout du fait que Mel Gibson devient une star, en particulier avec le deuxième film qui s'appelle en anglais The Road Warrior, en français Mad Max 2, ce qui est pas con comme titre, et donc cette fois-ci des bikers de plus en plus terrifiants, de plus en plus spectaculaires avec des crêtes et des blousons en cuir sans manches. Hey you, you can run but you can't hide, comme disait le grand Wes. Et donc, ce deuxième film extraordinaire donne suite à un troisième film qui était un petit peu moins bien. La première moitié est fantastique, Mad Max sous le dôme du tonnerre. Le meilleur ami et le producteur du film, le coproducteur du film, Byron Kennedy, trouve la mort malheureusement dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 33 ans. Et le cœur n'y est plus pour George Miller, qui donc co-réalise ce troisième Mad Max qui ressemble plus à un épisode de Peter Pan avec les Lost Boys, en particulier, comme je disais, dans sa deuxième partie. Et il faudrait attendre donc près de 20 ans, même plus de 20 ans, d'ailleurs 30 ans, pour avoir Fury Road, un film qui a été constamment reporté à cause de problèmes de météo, de problèmes de production, de problèmes de casting. Mel Gibson, entre-temps, est devenu trop vieux et surtout, il a été cancelled à Hollywood. Donc, il n'est plus tout à fait bankable et devient extrêmement problématique pour les studios. Et George Miller, donc, se tourne vers Thomas Hardy, Tom Hardy et Charlize Theron. Nous ferons une spéciale, bien sûr, Fury Road en temps voulu, car c'est un film extraordinaire, une espèce de stagecoach de chevauchée fantastique, apocalyptique aussi. Et juste un petit teaser donc pour raconter une anecdote tirée du livre de Kyle Buchanan, un extraordinaire livre qui s'appelle Blood, Sweat and Chrome. Donc Charlize Theron, c'est très mal entendu, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique, avec Tom Hardy, un acteur extrêmement méthode qui souffrait donc dans le désert dans la peau de Max, un personnage en permanence en souffrance également. Et comme George Miller n'avait pas de scénario et tournait une espèce d'étonnant storyboard par petits bouts, une espèce de puzzle qu'il façonnerait lui-même avec sa femme, la monteuse, en salle de montage par la suite, Thomas Hardy est très malheureux et arrive très souvent en retard sur le plateau. Et Charlize Theron, qui elle est une extraordinaire professionnelle et qui a une approche du métier extrêmement différente de Hardy, j'ai failli dire de Laurel, arrive un jour sur le plateau à 7 heures, c'est l'heure de l'appel, et elle se met dans son camion, ce fameux War Rig, comme on dit en anglais, que nous retrouverons donc dans Furiosa et qui a un rôle très important. Et elle dit je vais attendre Tom Hardy, je vais attendre Mad Max, Max Rokatansky dans le camion. Alors la production, les assistants disent mais vous allez être beaucoup plus à l'aise dans votre trailer, dans votre caravane, Charlize. Et elle dit non, non, il faut qu'il vienne, il faut qu'il soit à l'heure, j'attends. Et 10 heures du matin, 11 heures du matin passent, elle attend dans ce camion surchauffé, de plus en plus furieuse, et Tom Hardy arrive, et elle lui tombe dessus en lui disant espèce d'enculé, pardonnez mon français, et tu arrives à cette heure-ci, tu devrais verser 100 000 dollars à la production, c'est une honte, et Thomas Hardy se jette sur elle, s'arrête à quelques centimètres de son visage, et est sur le point de la frapper. Donc plusieurs assistants s'interposent, et à partir de ce jour-là, sur le plateau, Charlize Theron a donc eu un garde du corps en permanence pour la protéger, donc un tournage très chaotique en plus de tous les problèmes inhérents à un tel tournage, puisqu'on verrait que Fury Road était essentiellement fait sur le plateau, assez peu d'effets numériques, en particulier par rapport à Furiosa. D'ailleurs, c'est ce que reprocheraient plein de gens à Furiosa, le fait qu'ils dépendent autant du CGI, du numérique,
Mais c'est un autre film, et comparer les deux films est une erreur, un peu comme si on comparait une pomme avec une orange. Donc, Fury Road, bientôt, dans un futur épisode de Kino Solo, mais en attendant, Furiosa, Tom Hardy, exit Tom Hardy, et le film, donc on avait reproché à Fury Road que le film était plus une aventure de Furiosa, de l'impérateur Furiosa, telle qu'elle est connue dans l'univers de George Miller, et que Mad Max avait un petit peu le siège du passager dans son V8, alors que d'habitude il avait été le héros des 3 premiers films. Mais en fait, c'est une décision consciente de George Miller de féminiser son film, et ça reste aussi bien celui-là que Furiosa, où alors du coup Mad Max est totalement absent, à une extraordinaire aventure dans l'univers de Mad Max, d'où le sous-titre de Furiosa, une saga Mad Max. Alors, des légers spoilers aujourd'hui, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous recommande d'aller le voir aussi vite que possible en salle. Malheureusement, il va sortir assez vite des salles car il n'a pas rencontré le succès escompté. Effectivement, les gens vont moins au cinéma et le film étant extrêmement original, il n'a pas complètement fonctionné. Et c'est dommage parce que ça compromet énormément le 6e film de la saga qui était déjà écrit et qui était prévu également depuis des années, qui s'appelle The Wasteland, et qui celui-ci était censé nous conter donc l'aventure de Max entre Fury Road, ou plutôt entre Furiosa et Fury Road, puisque comme nous l'allons voir, Furiosa est une prequel. Donc Charlize Theron, exit Charlize Theron également, parce que elle est plus jeune, comme c'est normal pour une prequel effectivement, et George Miller dit que ça coûterait trop cher et que la technique n'est peut-être pas encore au point pour faire ce qu'on appelle en anglais le de-aging, quand on rajeunit digitalement, numériquement les héros d'un film. On a vu que c'était assez raté dans The Irishman, qui ressemblait à des scènes coupées d'un jeu vidéo, même pas PlayStation 5, mais plutôt PlayStation 3. C'est un petit peu mieux fait dans le dernier Indiana Jones, au début, où on a une séquence où Indiana Jones a de nouveau 30 ans, comme à la grande époque, mais c'est trop cher sur toute la durée d'un film, et donc notre ami George Miller décide de recaster. Alors, il rencontre Edgar Wright, le metteur en scène de la Cornetto trilogie, ces films avec Simon Pegg, comme Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou encore La fin du monde. Et Edgar Wright, qui vient juste de tourner avec elle sur Une nuit à Soho, lui recommande vivement Anna Taylor-Joy, formidable actrice. Donc il y avait simplement 2 actrices qui étaient pressenties pour le rôle et qui ont passé un casting, qui sont Anna Taylor-Joy et Jodie Comer. Et c'était pas facile de recaster. C'est peut-être une des raisons pour laquelle également que le film n'a pas rencontré son public, c'est que les gens avaient beaucoup aimé, à juste titre, l'extraordinaire Charlize Theron dans le précédent, et se retrouvent avec une autre actrice dans le rôle, ou plus exactement 2 actrices, puisqu'une très jeune fille joue Furiosa enfant au début du film. Et George Miller fait un truc extraordinaire, c'est qu'il fait un deepfake, ces nouvelles techniques d'ordinateur, de computer, qui fait qu'on peut remplacer un visage par un autre visage. Et il prend le visage d'Anna Taylor-Joy et il le greffe numériquement sur cette petite fille au fur et à mesure du film. Et elle ressemble de plus en plus à Anna Taylor-Joy au fur et à mesure donc que le film avance, à tel point que je me suis demandé si ça n'était pas la petite sœur d'Anna Taylor-Joy dans la vie. Donc des techniques extraordinaires de computer. Les gens, la police du numérique, la police du CGI s'est érigée sur Twitter, sur X d'ailleurs aujourd'hui, pour dire que le film était beaucoup trop numérique par rapport au film précédent. Mais c'est là l'erreur de comparer les 2 films, parce que Furiosa est une toute autre proposition cinématographique, tout aussi extraordinaire, mais qui avait besoin beaucoup plus du numérique, car il n'avait pas le temps d'attendre les changements de météo. Et cette fois-ci, Miller, qui voulait tourner en Australie, n'est pas parti dans le désert de Namibie, donnant un look un peu différent à son film, qui, contrairement à Fury Road, qui partait d'un point A pour aller à un point B et revenir ensuite au point A, donc un film d'une très grande simplicité narrative et scénaristique, cette fois-ci, le nouveau film Furiosa s'étale sur une vingtaine d'années et raconte l'histoire donc de cette petite fille qui quitte le Green Place, cet endroit d'abondance, où sa mère vit avec des gens qui ont l'air extrêmement gentils, tous vêtus de blanc. On est comme à la grande époque du western, des chapeaux blancs contre les chapeaux noirs, et est kidnappé par une bande de maraudeurs terrifiants,
à moto qui la ramène à l'extraordinaire Chris Hemsworth. Alors on va parler beaucoup de Chris Hemsworth dans l'émission parce qu'il est totalement fantastique. Il était un petit peu limité avant puisqu'il a joué essentiellement Thor, mais si on regarde un petit peu sa carrière, on se rend compte qu'il avait quand même une extraordinaire vis comica, en particulier dans le Ghostbusters, un des remakes de Ghostbusters avec les femmes, Melissa McCarthy et Kristen Wiig entre autres. Et il a toujours été plutôt drôle, même dans Thor, il était assez amusant. Et là, cette fois-ci, il est libéré par un faux-nez. Effectivement, à la manière de Cyrano, George Miller a voulu casser sa beauté et le réinventer, et il lui a mis un nez étonnant qui fait que tout d'un coup, on a l'impression d'avoir affaire à un autre acteur. Et il a plus de répliques dans le film que toutes les autres répliques de tous les autres Mad Max réunis, qui sont en général, comme l'a dit un critique américain très justement, des films muets très bruyants, puisque George Miller, comme beaucoup de metteurs en scène, comme Kubrick, comme Charles Lawton, pense que la forme de cinéma la plus pure est effectivement le cinéma muet, où on peut se passer des mots pour raconter les histoires. Et là, Chris Hemsworth a des monologues dignes de Shakespeare. Il joue une espèce de politicien gourou, très différent de Immortan Joe, qui était le méchant de Fury Road, et qu'on croise à nouveau dans le film. Alors malheureusement, l'acteur original est mort entre-temps, mais cette fois-ci, il a été remplacé par Leshi Holm, qui est un formidable acteur, qui joue deux rôles dans le film. Il y a un truc qui est étonnant, c'est que George Miller a son répertoire d'acteurs, un petit peu à la manière d'un John Ford ou de ces grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Il a son écurie d'acteurs et il les fait travailler, même parfois plusieurs fois dans le même film, puisque Elsa Pataky, qui est la femme de Chris Hemsworth dans la vie, joue à la fois une des femmes de main de Chris Hemsworth, le personnage de Dementus, et elle joue également une des Vuvalini, qui sont ces femmes qui protègent cet endroit vert où poussent encore des fruits au début de Furiosa. Alors, le film est magnifiquement casté. J'ai découvert un acteur à l'occasion de ce film qui s'appelle Tom Burke, qui n'était pas le premier choix, mais qui joue le rôle de Prétorien Jack, Praetorian Jack en anglais, un personnage inspiré de Mad Max, qui est lui-même un guerrier de la route, un road warrior, et qui va devenir un des mentors de Furiosa dans son aventure, dans son histoire de vengeance. On est en plein dans le western de nouveau apocalyptique, un José Wells féminin avec Anna Taylor-Joy, et un semblant d'histoire d'amour qui en général fait un peu bidon dans ce genre de film, mais est très émouvant dans celui-là. Je ne vous en dirai pas plus, mais allez vraiment voir ce film, si possible en salle si vous le pouvez, ou en tous les cas sur le plus grand écran possible. Alors, moi je l'ai vu à Shanghai, c'est le premier film de Mad Max qui sort en Chine, j'étais content qu'il sorte ici, je suis allé voir le jour de sa sortie, et c'est vraiment un film qui a des scènes d'action extraordinaires, en particulier la scène de Jacques le Prétorien, qui a pris 78 jours de tournage. Donc pour une seule séquence, qui est donc une incroyable séquence de poursuite qui rappelle un peu Fury Road, et seul George Miller peut filmer des séquences de poursuite comme ça. George Miller a mis le budget et le temps qu'a un film normal, et ça donne vraiment quelque chose de très très différent. On a également des parfums de western spaghetti de l'apocalypse, avec toutes ces trognes dignes de Sergio Leone, et effectivement, ils ont tous subi et souffert les radiations atomiques, en particulier les deux fils d'Immortan Joe qui s'appellent Scrotus et Rictus, des formidables noms, et qui font penser un peu à des fils dégénérés de Donald Trump, ce qui est peut-être un pléonasme. La fin est très réussie aussi, puisque tout d'un coup, il y a des monologues qui sont assez longs entre les personnages, et ça aurait pu ralentir l'histoire, mais au contraire, on comprend que la vengeance est quelque chose de vain, et c'est très très émouvant, et Anna Taylor-Joy arrive parfaitement sans les mots. Elle a été assez perdue sur le tournage parce qu'elle n'était pas habituée à ne pas parler pendant des mois, parce que tout d'un coup, ces 78 jours de tournage sont simplement une scène de poursuite où elle a très très peu de dialogue, et à la fin, elle s'en tire très très bien avec ce monologue, et Chris Hemsworth aussi. On retrouve à la musique Junkie XL, avec une musique un petit peu similaire du film précédent. Dans les trivia, il y en a une qui m'a amusé, c'est que en fait, les auditions étaient assez simples, et comme en fait le dialogue était assez limité, et que les auditions ont probablement commencé au moment de Fury Road, eh bien, ils leur ont fait jouer le monologue de Network de Peter Finch, où il dit « I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore ».
ce monologue où il demande à tous les gens de sortir à leurs fenêtres et d'exprimer leur rage et leur mécontentement. Alors, une des autres raisons du fait que le film a peut-être pas connu le succès qu'il aurait mérité, c'est qu'il y a 9 ans d'écart entre Furiosa et Fury Road, et que de l'eau si précieuse et si rare dans l'univers de Mad Max a coulé sous les ponts, et peut-être effectivement que les gens se sont écartés un petit peu de la série. La petite fille qui joue sur Furiosa, je voudrais dire son nom, c'est Lila Brown, pardon. Elle était déjà dans le film précédent de George Miller avec le génie, 1000 Years of Longing, je crois que ça s'appelle, avec Idris Elba, où George Miller avait déjà essayé de refourguer le faux nez de Chris Hemsworth, mais Idris Elba lui a dit non, non, c'est bon, moi je joue pas avec un faux nez. Donc, je vous recommande une fois de plus vivement d'aller voir le film. Malheureusement, nous n'aurons peut-être pas de Wasteland. George Miller a quand même près de 80 ans, il filme comme un jeune homme, et il a fait quelque chose que demande Chris Hemsworth à la fin du film, qui est Make it epic. Fais tout ça de façon épique, et il ne nous a pas trahis. Donc, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran, avec ou sans mes cinébuddies. Merci une fois de plus de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. En particulier donc un pouce et une souscription sur la chaîne YouTube, avec chaque semaine une nouvelle vidéo fantastique de l'ami Romain Lenhoff, son Katia Lazareva.